pues hoy vamos a tener la suerte de entrevistar a dos autores fantásticos que nos gustan mucho y que, bueno, los niños y niñas, después de leer La mejor mamá del mundo, han preparado unas entrevistas para ellos. Sebastián, Benjamín, gracias por estar. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Bueno, os quiero preguntar primero, ¿cómo se os ocurrió crear este libro? ¿De dónde sale la idea para ponerlo en marcha? D'où vient l'idée d'avoir créé cette liste? Vas-y, c'est toi qui as eu l'idée. Ok. C'était mon idée au départ, c'est-à-dire que j'avais envie de travailler autour de la maternité parce que j'ai grandi dans une famille où la mère était très importante, c'était une famille un peu matriarcale. J'ai eu 2 sœurs qui ont eu plusieurs enfants et je me suis rendu compte que la maternité, il y avait tellement d'injonctions qui étaient faites autour de la maternité. Il faut avoir, oh là là, il faut avoir un papa et une maman. Il faut, pour une femme, quand elle approche les 40 ans, ah mais pourquoi t'as pas un bébé? Et ensuite, quand tu as le bébé, mais pourquoi tu l'élèves comme ça? Tu devrais faire comme ça. Un an, 2 hommes peuvent pas avoir un bébé. Un an, une femme seule peut pas élever un bébé. Et en fait, je me suis interrogé, je me suis dit, mais finalement, si on regarde un petit peu ailleurs, on se rend compte que si, dans la nature, parce que les gens disent, c'est pas naturel. Et en fait, si. Dans la nature, il y a des papas qui élèvent les enfants, les manchots, les hippocampes, il y a des mamans seules qui élèvent, il y a des mamans qui ne veulent pas être maman, comme la maman coucou, il y a des mamans qui sont des mamans adoptives, comme la maman chien. Et voilà, c'était le point de départ du livre. Bueno, la idea inicialmente fue mía. Yo quería trabajar sobre la maternidad. Vengo de una familia muy matriarcal, donde mi madre era fundamental y tengo 2 hermanas que han tenido hijos y siempre me he fijado que en torno a la maternidad hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Sobre todo a las mujeres al cumplir cierta edad se les empieza ya a preguntar, pero ¿y tú cuándo vas a tener hijos? O no, 2 hombres o 2 mujeres no pueden ser padres, tiene que ser un hombre con una mujer, porque se nos dice mucho cómo tenemos que criar a los niños. Y si nos fijamos un poquito más allá en la naturaleza, cuando muchas veces nos dicen que esto no es natural, nos damos cuenta de que sí es natural. En la naturaleza encontramos ejemplos de madres solteras, de marsupiales donde los que crían son los machos, el cuco, por ejemplo, que deja a los bebés, los gatos. Vemos distintos ejemplos de maternidad. Marcos, que tiene 8 años, dice que le ha gustado mucho el libro y que su mamá de cuento favorita es la araña. ¿Cuál es la vuestra? Marcos, il y a 8 ans, il a bien aimé le livre et sa favorite C'est l'araignée. Oui, et la vôtre, c'est laquelle? Alors moi j'aime beaucoup aussi l'araignée parce qu'effectivement elle est très drôle et je comprends qu'il aime ça parce qu'il y a un petit côté, il y a un côté un peu cruel de ce comportement-là et sacrifice de la maman qui a en plus été rendu encore plus humoristique par le fait que Benjamin dessine les petites araignées de façon très mignonne. Elles sont adorables et il y a un décalage entre ce qu'elles font et ce qu'on voit. Mais sinon, moi j'aime beaucoup la maman chat parce que je trouve que dans sa façon de ce double sevrage en fait, parce qu'il y a non seulement un sevrage alimentaire qu'elle fait, mais un sevrage affectif, parce qu'au bout d'un moment elle délaisse ses petits de plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient totalement indépendants. Et je trouve que c'est une bonne façon de les préparer à leur vie de chat adulte. Et je trouve qu'elle, sur ce point de vue-là, elle est quand même assez efficace. Bueno, la araña es muy divertida, a mí también me ha gustado mucho y tiene también ese toque cruel, ¿no? Por el sacrificio que hace la madre, que se lleva con mucho humor en el libro, porque la forma que ha tenido Benjamin de dibujarlas son absolutamente adorables. Por otra parte, también me gusta mucho la gata, porque tanto en lo afectivo como en lo práctico, en la comida, poco a poco les va dando cada vez más cancha para que se vayan haciendo más y más independientes y es una forma, yo creo, muy eficaz de prepararles para la vida adulta. Y Benjamín, me preguntaba también Marcos que cómo se consigue que una araña sea una monada. O sea, cómo se hace un dibujo de una araña y que quede tan bonito y tan... Fue difficile, c'était pas facile parce qu'en fait l'araignée au départ c'est pas tout à fait un animal comment on va dire
pour lequel on a de la tendresse. Et tout le livre, toute l'idée du livre, c'était de travailler autour de la tendresse, autour du lien, de l'affection, de l'amour, parce que pour moi, c'est ça qui est essentiel dans la maternité, c'est-à-dire cette idée du lien. Un enfant, il va grandir et devenir un adulte fort et préparé à la vie s'il se sent aimé. Alors qu'un enfant, même s'il vit dans le comment dire, l'environnement le plus favorisé, avec deux parents, machin, etc., s'il ne sent pas ce lien, eh ben, il ne va pas bien grandir, il ne va pas devenir un bon adulte. Et l'idée, en fait, c'était ça, c'était d'arriver à rendre tous ces animaux et ce lien, en fait, cette tendresse visible. Et donc, pour les araignées, à la limite, la maman, ça allait, j'ai joué sur les poils. En revanche, les bébés, les vrais bébés, ils sont horribles. C'est des espèces de comment on peut dire Donc je me suis dit tiens je vais faire un peu comme dans les films de Miyazaki, je fais une petite boule avec des yeux et là c'est mignon. C'est assez proche du vrai mais rendu plus mignon. Kawaii. Bueno, no ha sido fácil porque la araña no es que sea un animal que despierte ternura precisamente, pero lo que he querido reflejar ha sido el vínculo amoroso, que es lo fundamental en la naturaleza y en todo tipo de maternidades. Un niño, para que sea un adulto fuerte y preparado ante la vida, necesita ser amado de pequeño. Y un niño que tenga pues, todos los privilegios y oportunidades del mundo y que esté en y que viva en una familia sin amor no va a conseguir nada. Por tanto, el vínculo, el hilo conductor de todas las historias es ese vínculo amoroso, esa ternura entre los padres y las crías. Y respecto a la araña en concreto, diré que los bebés son realmente horribles y la forma con la que di para reflejar esa ternura fue agrandar los ojos inspirado en Miyazaki y ala, sí. Bueno, también me decían que han visto que el pez payaso puede poner 1600 huevos y que los caballitos de mar pueden poner hasta 1800, que les ha sorprendido. ¿Ha habido algún animal, alguna mamá que os haya sorprendido especialmente? Les enfants étaient super surpris par le clown qui peut mettre... C'est le poulpe, c'est ça? La pieuvre? Il n'y a pas la pieuvre. Non, c'est lequel là? Quel animal ils ont été surpris? Les clowns, ¿no? Que les ha sorprendido la cantidad de huevos que pueden poner tanto el pez payaso como el caballito de mar. Si ha habido algún animal... Tellement de surf dans les animaux. Ah, les poissons clowns. Les clowns. Ah, d'accord. J'ai dit c'est les clowns, c'est les clowns. D'accord. Désolée. Et puis aussi L'hippocampe oui. qui porte les enfants. Ils ont été surpris par le nombre. Le nombre de feux. Ah oui. Ben, c'est aussi l'idée du livre. C'était de dans les histoires en mettant autant d'informations, c'est que les enfants aussi apprennent beaucoup de choses sur la nature qui est effectivement multiple. Et c'est vrai que bon, quand on connaît, enfin ils connaissent un petit peu la maternité d'un chien s'ils ont un chien ou d'un lapin, bon c'est quand même plus proche d'eux. Et c'est vrai que quand on part sur des animaux plus éloignés, les enfants ne s'imaginent pas forcément que le poisson clown il va avoir une multitude d'œufs, etc. Donc c'était ça aussi qu'on voulait mettre, c'était aussi beaucoup d'informations pour qu'eux apprennent beaucoup de choses sur la nature. Ça, et nous, on a appris plein de choses. Et nous aussi, on a appris parce que tout ça, il a fallu l'étudier, il a fallu chercher et essayer de comprendre comment ça se fonctionnait. Bueno, esa también era un poco la idea detrás del libro, ¿no? Que fuera muy educativo, que aprendieran cosas sobre la naturaleza. Hay animales, el perro, el conejo, con los que igual somos más cercanos, pero no se podían imaginar que los caballitos de mar o los pez payasos pongan miles de huevos. Y pues así lo han aprendido. Y nosotros diré que también hemos aprendido mucho en el proceso, porque hemos tenido que investigar muchísimo. Bueno, hace mucho que escribís y dibujáis y me preguntas si os acordáis de vuestra primera historia o el primer dibujo. Ça fait tellement de temps que vous travaillez en écrivant et en dessinant. Alors, vous vous rappelez quelle était la première histoire que vous avez racontée? Alors, la première histoire qu'on a racontée, c'était
un livre qu'on a écrit tous les deux ensemble. C'était La funeste nuit d'Ernest. Elle s'appelait La funeste nuit d'Ernest. Il n'est pas paru en Il Espagne. n'est pas paru en Espagne. Et c'était moi, j'avais jamais écrit avant. Et c'était Benjamin qui m'avait proposé de l'écrire avec lui pour me lancer dans le métier. Donc ça s'est passé. Et Je pense qu'il parlait en tant qu'enfant. Ton avis? non, puisqu'on parlait tous les deux. Tu peux lui demander, mais oui, c'est ça. A ver, ¿Se refería a la primera historia profesional de mayores o la primera que escribieron de pequeños? pues no lo sé. Vamos a jugar a la primera que recordáis, más que profesional. A la primera historia que recordáis como C'était quoi alors? Comme des enfants. que les va a gustar más a los pequeños. Ta première histoire que tu Je vais as pas écrite, préciser comme d'abord. si... Ah, que moi j'ai écrit. Enfin oui, en tant que... Voilà, En tant En tant qu'enfant. qu'enfant. Ah alors, moi je me rappelle pas d'histoire que j'ai écrite comme ça, mais en revanche, je me rappelle, parce que j'étais pas forcément très littéraire, mais je me rappelle que j'inventais beaucoup d'histoires, mais je les écrivais pas, je gardais ça toujours en tête, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé, que Benjamin m'a proposé de travailler avec lui, c'est parce qu'il savait que j'étais comme ça, c'est-à-dire que j'étais rêveur, que je m'inventais des histoires, et que je les gardais en tête. Et au fur et à mesure, elles sont sorties quand j'ai commencé à travailler. La verdad es que no me acuerdo de ninguna en concreto, yo tampoco la escribía mucho de pequeño, pero sí que me inventaba, siempre estaba imaginando cosas. Y Benjamin, cuando me propuso trabajar en el primer libro juntos, lo hizo porque él sabía que yo era así, ¿no? Que era un soñador y que siempre estaba inventándome en todas estas historias y bueno, pues empezaron a salir y siguen saliendo. Y ahí siguen saliendo. Et moi, alors, pour le coup, pour le dessin, c'est souvent une question qu'on me pose. En général, c'est des enfants qui me la posent. Et en fait, il suffit de se rappeler chacun, on a tous dessiné. Moi, depuis que je suis né, j'ai dessiné. Et je crois que tout le monde dessine. Il n'y a pas un premier dessin. En fait. Dès qu'on peut, dès qu'on prend un crayon et qu'on arrive à maîtriser ses mains, on va se mettre à s'exprimer par le dessin. C'est la manière la plus naturelle au monde, en fait, de s'exprimer. Simplement, il y a des enfants qui arrêtent de dessiner et qui, parce que, voilà, c'est l'éducation, c'est ces choses-là. Et puis, il y a des enfants qui continuent à dessiner. Et moi, je fais partie de ceux qui continuent. Bueno, esta es una pregunta que me suelen hacer mucho los niños y yo diré que yo dibujo desde que nací, que no hay un primer dibujo que marque, sino que siempre desde que, como todos los niños, desde que he podido coger un lápiz me he puesto a dibujar porque sirve para expresar lo que llevemos dentro. El problema es que muchas veces los niños paran de dibujar por la educación o por lo que sea y yo les animo a seguir. Claro. Y tengo otra pregunta para Benjamín que hacemos siempre en Menudo Castillo a todos los ilustradores. Y es una pregunta para ver si encontramos ese ilustrador que no es ilustrador de verdad, que lo es pero no. Entonces, ¿hay que salirse de las líneas al dibujar? C'est une question pour vous, Benjamin, c'est une question qu'on pose toujours à tous les dessineurs dans les programmes. Et est-ce qu'il faut dessiner en dehors des lignes? Évidemment. C'est pas vraiment une question. Non, le but du dessin, le but de l'art, de toutes les façons, il y a toujours une part de transgression. Il y a toujours cette idée d'aller au-delà du préconçu, tout simplement parce qu'il a déjà été conçu et qu'il faut aller proposer autre chose. Donc oui, il faut toujours dessiner hors des cadres. Sí, obvio. El objetivo del arte siempre es la transgresión, ¿no? Ir más allá de lo que está preconcebido y explorar otras ideas. Así que la respuesta sin duda es sí, hay que salirse de las líneas. Desde luego, desde luego. Me preguntaban también, claro, habéis tenido que investigar mucho para crear este libro. ¿Cuánto os ha costado ponerlo en pie? Vous avez dû faire beaucoup d'investigations pour créer ce livre. Alors, ça a duré combien de temps? L'écriture des textes de celui-là, ¿La escritura del texto o todo? En general, el libro. c'est très variable en fonction des livres. Bon, effectivement, on fait souvent beaucoup de recherches. Je sais pas, celui-là, j'ai peut-être mis 2 mois pour l'écrire, entre la recherche
Pour l'écriture, peut-être 2 mois. Pour l'écriture et pour le dessin un peu plus. C'est très difficile de quantifier parce que je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Et en fait, je ne me pose pas la question de il faut que je l'ai fait en 2 mois ou il faut que je l'ai fait en 6 mois. Il faut le temps qu'il faut pour le faire. Voilà. Bueno, depende del libro, investigamos mucho en general para todos ellos. Este en concreto pues han podido ser igual 2 meses de escritura y un poco más para el dibujo, pero la verdad es que no se puede cuantificar de una forma fácil porque estamos siempre trabajando en varios proyectos a la vez. Entonces puede ser 2 meses, puede ser 6 meses, el tiempo que haga falta. Eso es. ¿O lo pasáis bien trabajando juntos? Vous amusez en travaillant ensemble? Oui, on s'amuse et oui, on s'amuse parce qu'on fait des projets toujours très différents, des formats très différents. On a avec celui-là qui est très différent de ce qu'on a fait sur Frida, des petits livres jeunesse Sherlock qui sont sortis en Espagne aussi, qui s'appelle Gatlock. Ici, en tout cas, moi je m'ennuie pas parce que Benjamin me donne toujours l'opportunité de faire des choses très différentes. Et je pense que j'aurais plus de difficultés, ça m'intéresserait moins de faire toujours la même chose. Et là, comme on a une variété et des possibilités de faire des choses un peu plus adultes parfois, un peu plus enfantines d'autres fois, c'est une vraie richesse de pouvoir s'exprimer dans une variété comme ça. Sí, porque claro, los distintos proyectos y formatos en los que hemos ido trabajando han sido muy diferentes, ¿no? Desde Frida hasta Gatlock, no me aburro nunca porque son cosas muy diferentes. Ahora, si fuera más repetitivo, pues igual sí que se tornaría más aburrido. La variedad lo hace muy, muy rico. A veces nos centramos más en el mundo adulto, otras veces más en el mundo infantil, pero en cualquier caso es muy rico, son muchas posibilidades de expresión. Oui, moi je m'amuse, heureusement. Sinon, je ne travaillerais pas avec lui. Yo me divierto muchísimo porque si no, no trabajaría con él. Claro, no hay broncas. Il y a des conflits parfois? Bien sûr, toujours. Claro, por favor. Oui, même dans celui-là, il y avait, par exemple, on avait 2 mamans où on n'était pas d'accord. Parce que moi, j'avais plein d'envies graphiques. Parce que c'est un livre, on ne se rend pas compte, mais il y a une variété et une diversité énorme au niveau des couleurs, au niveau des environnements, au niveau des typologies de personnages, il y a de tout. Et il y en avait que j'avais vachement envie de faire aussi. Donc moi j'avais par exemple vachement envie de faire la maman requin. Et Sébastien, d'un point de vue des histoires, il dit mais non, mais là, parce qu'en fait à chaque fois il avait un point de vue en disant cette maman-là elle permet de travailler autour du courage, cette maman-là elle permet de travailler autour... Et là ça collait pas parce que en fait la maman requin c'est un peu la maman de petits psychopathes parce qu'ils veulent se manger les uns les autres tout le temps, c'est des petits cannibales. C'est rare. C'est vrai que dans la maternité on ne trouve pas ça tout le temps. Mais bon, ça peut arriver quand même. Et lui, il voulait faire absolument la maman chat. Et moi, j'ai dessiné beaucoup de chats. Alors dans ce livre, je me dis, non, je n'ai pas envie de faire des chats encore. En plus, comme c'était un livre vraiment sur la tendresse et tout, j'avais peur que ce soit trop mignon. Parce que le problème des chats, c'est comme dans les photos sur les réseaux sociaux, tu sais, ils sont hyper mignons. Oh, les petits chats, J'avais vachement peur de ça, tu vois. J'avais peur que ce soit trop corny, tu vois, trop adorable. Et bon, finalement, on a fait les deux. On a fait la maman requin, on a fait les chats. J'ai réussi, je crois, à me débrouiller pour pas que ce soit trop mignon. Et voilà. Donc on trouve toujours des solutions. Sí, hay 2 mamás, de hecho, con la que hubo un poco de bronca. Para empezar, que este libro ha requerido muchísima variedad en términos de los colores, porque cada animal vive en su entorno, el tipo de personaje también. Y había una, la mamá tiburón, que a Sebastián no le encajaba, porque él había pensado en los distintos tipos de madre, pues esta es la madre coraje, tal, y la mamá tiburón no encajaba porque a fin de cuentas es la madre de psicópatas, ¿no? De los pequeños psicópatas. Esto es raro, no suele pasar, pero bueno, a veces se puede dar. Y él en cambio estaba empeñado en incluir a la mamá gata. Claro, a mí me preocupaba a la hora de dibujar a la gata caer
en el lugar común de los gatitos tiernos que se ven de los meninos en las redes sociales. No quería eso para nada porque me parecía muy hortera y no quería que me quedara demasiado mono, por así decirlo. Y bueno, pues al final encontramos un punto en común los dos y incluimos tanto la tiburona como la gata y esa fue nuestra solución. Y además el tiburón, la tiburona, mamá tiburona, es una de las ilustraciones más fantásticas de todo el libro. Le requin, c'est vraiment fantastique. Mais et ce que je voulais, c'est qu'elle fasse un peu peur aux enfants parce qu'elle est grande. Tu sais, quand tu l'ouvres, si t'es un enfant, clac. Claro. Et j'ai même fait une référence aux Dents de la Mer, puisqu'il y a le, tu sais, Jaws. Il y a une référence au film. Ah. Là. No, es que lo vamos a enseñar para que lo vean la gente. Tu vois, là c'est la tiburón, claro, la película. la película y después muy grande. Sí, Tremendo, muy bonito. Miradlo, qué chulo. Es una pasada. Bueno, y la última pregunta que me han dejado los chicos para vosotros es que ¿a quién le está gustando más el libro? Es un libro fantástico, lo repito, pero ¿a quién le gusta más? ¿A las mamás o a los niños? Ah, qu'est-ce que tu préfères les Qui enfants? aime le livre plus, les enfants ou les Ah, mamans? qui aime le plus ou à qui on le destine le plus? Qui aime le plus? Les lecteurs, qui Oui, c'est qui, les lecteurs, oui. qui aime le plus? Oh là, je sais pas. No, espero los dos. Sería el ideal, sería el ideal. Si, si. Mais moi, je pensais que c'était, enfin pour les dédicaces qu'on a fait pour l'instant, je pensais que beaucoup d'adultes allaient l'acheter pour leur maman ou des enfants pour leur maman. Et je me suis rendu compte que non. Souvent, c'est les mamans elles-mêmes qui l'achètent pour elles ou pour leurs enfants. Et que finalement, on fait pas beaucoup de cadeaux aux mamans. Parce que moi je pensais qu'on allait dire tiens c'est pour toi parce que t'es la meilleure maman du monde. Et en fait les enfants c'est des salauds, ils offrent rien à leur mère. Yo pensaba que lo estaban comprando adultos para sus madres o para otras madres, pero me he dado cuenta que realmente son las madres ellas mismas que lo compran para leérselos a sus hijos, porque los niños no les hacen regalos. Enfin, moi, en dédicace, j'ai eu quand même beaucoup d'adultes, mais donc d'enfants de 20, 25 ans ou 30 ans qui étaient venus pour l'acheter pour leur mère. Mais je pense que c'est les enfants plus grands qui veulent l'offrir à leur mère, et pas forcément les petits qui veulent l'offrir à leur mère. Y luego también firmando las dedicatorias muchas veces me he dado cuenta que son niños grandes, en la veintena, la treintena, Claro. que se los quieren regalar a sus madres. Es un regalo fantástico, un regalo del Día de la Madre seguro. Pues hasta aquí las preguntas de los niños de Menudo Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, que os espero muchas veces más en Menudo Castillo. Ok. Y ahora os voy a preguntar de las que he preparado yo. Estas eran las de los niños. Ok. Y ahora voy yo. Venga, no presento ni nada, luego presento. Ah là, c'est la question d'adulte. ¿Vale? Bueno, y ahora ya cojo este también, porque hablamos con los dos. Benjamín, has venido de presentación a España con dos libros muy diferentes entre sí. Sí, sí. Uno de ellos, de los que tanto te gustan, ¿no? Que coges un texto clásico, lo haces tuyo, lo conviertes y nos dejas una joya de estas que todos queremos tener en la biblioteca. ¿En cuál de los dos te has sentido más cómodo? No sé si en el de La mejor mamá del mundo o en el de Espíritus y criaturas de Japón. ¿Dónde has sido más tú? Je suis venue en Espagne avec deux livres très différents. D'abord, on a un classique, vous prenez une histoire classique, voilà, vous faites une œuvre d'art. Et de l'autre côté, on a le livre sur la maternité. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el que más me ha ¿En cuál gustado? se has sentido más cómodo? Avec lequel vous êtes le plus confortable? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lequel j'aime le plus des deux maintenant ou lequel était le plus facile à faire? ¿El más fácil de hacer o con el cual está más cómodo ahora? Jo, que eso sería... No, pero ¿cuál ha sido tú más cómodo a la hora de crear? ¿Dónde te has sentido más yo? Alors, le plus facile... Ici, c'est un texte très long
Donc ça a pris plus de temps en fait à faire celui-ci que celui-ci. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire La meilleure maman du monde, mais il y avait aussi beaucoup de difficultés parce qu'il y avait plein d'animaux que j'avais jamais dessinés et il fallait trouver. Enfin, tout ça c'est comme un petit peu du vocabulaire, c'est comme si j'apprenais des nouveaux mots en fait en travaillant sur ce livre-là. Ici c'est quand même le Japon et les histoires, c'est le second volume, c'est un univers dans lequel je me sens très à l'aise. J'en ai fait pas mal des livres autour du Japon, donc c'est un univers dans lequel je me sens très à l'aise. Mais j'ai pris un plaisir fou à dessiner ce livre. C'est vraiment un livre où c'était très agréable parce que vraiment cette idée de la tendresse, de travailler autour de la tendresse, de travailler autour d'un univers d'animaux comme ça, c'était vachement apaisant et vachement chouette de pouvoir pousser ma peinture au maximum en fait au niveau pictural. Bueno, este de Japón, para empezar, me ha podido llevar más tiempo porque los textos son más largos, pero el libro de la maternidad me ha encantado. Me ha encantado dibujar a los animales y es un poco como aprender un vocabulario, ¿no? Como aprender palabras nuevas, porque es verdad que son dibujos que igual no había explorado tanto. Y luego este libro de Japón es el segundo volumen que escribo, es un universo con el que quizás es cierto que me encuentro más cómodo, pero bueno, en el ámbito del libro de la maternidad me he divertido muchísimo, también poder transmitir toda esa ternura en torno a los animales me ha dado mucha paz, ha sido muy divertido y ha sido una oportunidad de expresarme muy bonita. Claro, no sé si hacer la mejor mamá del mundo también ha sido una continuación casi de Bambi, donde el trabajo fue genial y no sé si te quedaste con muchas ganas de dibujar más animales y de ahí viene también... Si et non, parce que Bambi c'était vraiment un texte très compliqué et c'était un livre où je me suis beaucoup interrogé sur la narration, c'est-à-dire comment arriver à restituer les sensations que vit le personnage, parce que toute l'idée du livre c'était d'arriver à comprendre ce que c'était que d'être une figure opprimée, parce qu'il est constamment chassé. Donc il y avait des parties où il n'y avait pas de texte et du fusain comme ça. Donc c'était un livre où l'objet, la découpe, les machins étaient très importants. Ici, c'était un livre beaucoup plus sur les illustrations, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment, c'est des grandes pages où j'ai pu travailler longuement sur les illustrations, donc c'est vraiment pas du tout le même travail. En revanche, c'est un travail autour des animaux et de la nature, et de plus en plus celui-ci aussi, mais d'une autre façon. C'est vrai que la nature c'est quelque chose, et le monde animal c'est quelque chose qui me fascine. No consideraría que es una continuación de Bambi. El de Bambi fue un texto muy complejo que me generaba muchísimas dudas en torno a la narración. En este caso estamos hablando más de sensaciones. El de Bambi era un libro más donde se iba descubriendo, frente a este libro que está más centrado en la ilustración, ¿no? Gira en torno a la ilustración. Entonces yo no creo que sea para nada lo mismo. Sí que es verdad que también son de animales y en este de Japón también aparece la naturaleza desde otro punto de vista completamente diferente. Pues la realidad es que me gusta mucho la naturaleza. No, a ver, a lo mejor no me he explicado bien, no quería decir la segunda parte, pero sí que sí se había quedado con ganas de dibujar animales en este rollo más casi naif, ¿no? Más cercano al mundo también infantil. Je voulais pas dire pas nécessairement que vous voulez faire une deuxième partie sur Bambi, mais peut-être que vous voulez dessiner de cette façon plus naïve, plus proche aux enfants. C'est un livre plus tendre. Il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus direct et effectivement plus jeunesse. Je pense que des travaux récents, c'est le livre le plus jeunesse que j'ai fait. Je ne sais pas s'il est naïf, je ne le définirais pas comme naïf, mais je dirais qu'il est très tendre, en tout cas. Es más tierno, más directo, y es verdad que es muy para niños, pero no sé si lo definiría como naïf, pero es desde luego tierno, sí. Más tierno, desde luego. Bueno, en La mejor mamá del mundo, no. Con Sebastián también tienes la colección Catlock. Sí. Contame también un poco sobre esta colección.
Je vais parler un peu sur la collection Catalogue, parce que vous avez travaillé sur le Et donc la question? Ben, c'est comment ça se passe la collaboration. En fait, c'est vraiment une série à part sur laquelle on a travaillé ensemble et qui nous procure beaucoup de plaisir parce que c'est pour moi au niveau dessin, ça me fait découvrir des tas d'univers différents et c'est un dessin beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger. Et pour Sébastien, je crois que c'est marrant aussi, hein, parce que Tu vas peut-être te traduire d'abord. Bueno, pues es una serie en la cual hemos trabajado juntos y hemos disfrutado muchísimo. En términos del dibujo es todo un universo, ¿no?, que te permite trabajar más rápido. ¿Y Sebastián? Alors moi, j'adore travailler sur Gatlog parce que pour moi, c'est un espace de liberté énorme. Parce qu'avec un même personnage, on a créé ce petit chat bleu détective, c'était le principe de base qui devait mener des enquêtes. Avec ce principe de plusieurs vies de chat, ça me permet dans chaque tome de l'envoyer dans un univers, dans une époque, de lui faire de nouveaux personnages, de nouveaux amis, de nouvelles. Donc j'ai une liberté. Donc il est à New York, il va. Alors je sais pas à quel niveau on est en Espagne, mais il va au Japon. Donc à chaque fois j'ai une liberté totale sur total, mais discuter avec Benjamin, parce qu'à chaque fois il me dit j'aimerais bien qu'on fasse un truc au Japon, j'aimerais bien qu'on fasse un truc quelque part, et puis on réagit comme ça. Mais c'est vrai que c'est une bouffée d'air frais. Bueno, Carlos para mí ha supuesto una libertad extrema. Es un personaje, un detective que va investigando, pero claro, cada vez es en un universo diferente, en una época diferente. Los amigos, personajes que van saliendo son diferentes. Bueno, toda esta libertad que he podido experimentar creativamente nos ha llevado a distintos escenarios, Nueva York, España, Japón. Realmente es la plena libertad. Sí que es verdad que hablo con Benjamín porque a veces queremos poner la escena en cierto lugar, viajar a Japón y así lo hacemos, pero para mí ha sido una bocanada de aire fresco. Tiene que ser muy divertido trabajar en esta serie, desde luego. Dos libros que van a ser dos de las estrellas de regalos de esta Navidad, seguro, cualquiera de los dos. Pero os quiero preguntar, ¿cómo te sientes, Benjamín, cada vez que sale un nuevo libro? No sé si a pesar del éxito, a pesar de todo, sigue habiendo ese nerviosito, esas mariposas en el estómago cada vez que sale un nuevo libro. Sí, por favor. Si, bien sûr. À chaque fois, c'est une crainte. Là, on aborde quelque chose de complètement nouveau. On est autour de la maternité, de la tendresse. On n'est pas attendu là-dessus, déjà parce qu'on est deux hommes et qu'on parle de la maternité. Et c'est pas forcément une association qu'on fait directement, donc on savait pas comment ça allait être reçu. Là, celui-là suit un premier volume qui a eu beaucoup de succès. Donc est-ce que les gens vont l'apprécier autant? Chaque livre, en fait, il n'y a pas de recette et chaque livre, on remet tout en jeu. C'est-à-dire que on repart à zéro. La seule où c'est pas le cas, c'est Sherlock, puisque c'est une série. Mais chaque tome, on se dit, est-ce que les gens vont l'aimer autant? Est-ce qu'ils vont pas dire qu'il est moins bien que tel? Donc toujours, les papillons, en plus, vous savez, ça me connaît. Siempre me genera mucho nervio, ¿no? Cada uno de los libros que se publica. En el nuevo libro sobre la maternidad hablamos también, mucho de la ternura, pero sin olvidar que somos dos hombres hablando de maternidad y tampoco sabíamos eso, cómo iba a recibirse. Luego tenemos aquí Japón, el libro de Japón, después de un primer volumen que funcionó súper bien, ¿no? Entonces, luego nunca sabemos tampoco qué es lo que va a apreciar la gente. Te diré que no hay una receta que utilicemos y que invariablemente salga bien. Cada libro nos supone empezar desde cero. Bueno, igual Gardoc sería un poco Sí, lo diferente, ¿no? Sí, porque no es desde cero, pero bueno, sí que es verdad que hay como cosas nuevas cada vez y siempre nos supone un reto. De todas maneras, tanto Los fantasmas de Japón como son dos libros que yo creo que encajan muy bien. ¿Por qué Japón? ¿Qué tiene Japón? ¿Vas a seguir
entrando en esa mitología? ¿Vas a seguir jugando con más? Le Japon, j'aime le Japon. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ces deux livres-là, ils parlent de la nature, mais ils parlent de la nature d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que ici, on a travaillé avec Sébastien sur quelque chose qui travaille autour de la biologie, et c'est pas naturaliste ni documentaire, mais quand même, c'est très documenté, réel. Ici, en fait, c'est des contes déjà qui parlent de la nature, mais d'une manière spirituelle. En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la nature? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi d'elle et notre relation à elle? En fait, les Japonais, ils ont une vision complètement différente de la nature parce que la nature, elle est peuplée d'esprit pour eux. Enfin, dans les contes en tout cas. C'est-à-dire que même l'objet, enfin, un caillou, un cours d'eau, ça peut être un yokai très puissant. Et donc, il faut le traiter avec respect. Cette idée, en fait, de traiter ce qui nous entoure, les animaux, la terre, avec respect, c'est une notion tout à fait nouvelle pour les Occidentaux, parce qu'on avait tendance pendant des siècles à se situer au haut de la pyramide, et en gros, on devait asservir les animaux, la nature, la modeler selon nos envies, avec aucune notion de respect. Bueno, porque adoro Japón, en resumen. Sí que vemos dos tipos de naturaleza muy diferentes en los dos libros. En el libro de las mamás está más basado en la biología, no es un documental, pero sí que es un libro muy bien documentado. Y en el libro de los cuentos de Japón es una naturaleza más espiritual. La pregunta que nos hacemos es qué entendemos realmente sobre la naturaleza. Bueno, pues a través de estos cuentos en Japón sí que nos dan esta visión muy espiritual de la naturaleza, donde el palito más insignificante puede contener un yokai súper poderoso, y esto son cosas que hay que respetar. Es esa noción de respeto también de la naturaleza, que para Occidente es algo nuevo, ¿no? Que es algo que estamos empezando a descubrir ahora, porque durante muchos siglos nos hemos visto como hemos ideado la naturaleza como una pirámide, y nosotros estamos en la cumbre de la pirámide, y de ahí modelamos la naturaleza a nuestro servicio, sin respetarla, y justo ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que no es así. Desde luego que es así. Voy a robar, Benjamin, una de las preguntas que harían los niños de Menudo Castillo, que la voy a traer yo para mí y que quiero hacerte, porque yo he disfrutado mucho con el libro de los yokais, pero no sé si hay algún yokai que te haya sorprendido a ti especialmente, alguno que te asuste o que te guste más que los demás. Encore une question des enfants. Est-ce qu'il y a un yokai qui était très surprenant pour vous? Surprenant? Ils sont tous un peu surprenants parce que ce qui est marrant, c'est que c'est un livre où il y a un peu d'humour aussi, parce que les yokai, ils sont un peu grotesques, ils sont un petit peu irrévérencieux, ils nous poussent dans les retranchements, ils ne sont pas très sérieux, souvent ils rigolent, ils machin. Donc moi, graphiquement, c'est vrai que j'ai pas un travail, on pourrait définir mon travail de bien des manières, mais difficile de dire que c'est un travail d'humour, mais c'est pas vraiment ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et là, si. Et parfois, il y a des choses que je trouve très drôles à dessiner. Le kappa, par exemple, qui est vraiment un yokai amusant à dessiner, ou le sametibo, qui est ce petit requin en costume. Voilà, c'est tous, et ça me pousse à dessiner différemment. C'est intéressant. Bueno, un poco todos, ¿no? Me han sorprendido. Los yokai tienen este punto de humor también, pueden ser grotescos, irreverentes, definitivamente no son serios, y yo no trabajo mucho el humor con mi trabajo, y los yokai sí que lo tienen. El kappa es divertido, el sametibo es un tiburón, ha sido un tipo de dibujo diferente. Cierto. Bueno, no puedo evitar preguntarte también por todo el asunto que tiene que ver con no publicar un libro con Edelvives en España. Te viene de viaje en esta ocasión de la mano de las dos editoriales. ¿Nos vamos a tener que ir acostumbrando en el futuro a esto?
le fait que vous n'avez pas publié le livre en livret avec Edelvives, vous travaillez avec les deux maisons éditoriales maintenant, c'est quelque chose que vous allez faire dorénavant ou... Bien sûr, oui, oui. Dans tous les pays du monde, j'ai plusieurs maisons d'édition. Jusqu'à présent, j'avais que Edelvives. Et je trouve intéressant aussi de travailler avec Planeta Lundberg parce que c'est une façon différente de travailler. Mais je continue. Là, les prochains livres qui vont sortir au printemps, ce sera Alice le Carrousel et ce sont ces deux livres-là qui sont des livres que je fais avec Edelvives. Alice el Libro Carrousel et Cecilia Malaga. Et il y aura d'autres livres avec Planeta Lundberg. Voilà, ça montre une diversité et une variété. Bueno, es algo que trabajo así de todos los países, la verdad. Siempre trabajo con distintas casas editoriales y ahora en España también. Trabajo con Edelvives y me interesa también mucho trabajar con Planeta porque son muy diferentes. De hecho, este mismo año, en primavera, van a salir dos libros, el Carrusel de Alicia y el de Cecilia Málaga, que es que he trabajado con ellos, en ellos con Edelvives, pero bueno, pues la diversidad y la variedad enriquecen. Eso es. Bueno, y para despedirnos, me gustaría saber dónde está el secreto para que una historia conecte contigo y que quieras llevarla a tu arte, a convertirla también en ilustrada. No sé si hay algo especial o algo que te llame la atención para que una obra acabe siendo un libro Benjamin Lacombe. Qu'est-ce qu'il y a dans une histoire qui vous pousse à travailler sur l'histoire et à faire un livre sur elle? C'est une question compliquée parce que c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait qu'on ressent un écho. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de me sentir proche en fait de l'histoire, d'avoir quelque chose qui sur lequel je me sens proche en fait. Et c'est vrai que ça peut être des choses très variées. Là, on parle d'Alice. Alice, c'est un monde dont je me sens ultra proche, qui m'a presque nourri et construit en tant qu'artiste. Et l'Afcadio ou les travaux qu'on fait avec Sébastien, où là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, on construit une œuvre. C'est-à-dire qu'avec Sébastien, on crée ensemble. On définit ensemble. Donc, c'est un peu indéfinissable. Bueno, es muy complicado, ¿no? Dar exactamente cuál es la razón. Desde luego que en todo caso me tengo que sentir como muy cercano a la historia. Todo el universo de Alicia, por ejemplo, a mí me resulta muy cercano y me ha nutrido muchísimo como artista. Lafcadio también me ha llamado muchísimo la atención y en los trabajos que hago junto con Sebastián construimos mucho juntos, así que realmente no es posible definirlo, hay muchas tipologías. Oye, y ahora sí, para despedir ya la charla, para los dos, ¿cuál va a ser vuestro próximo proyecto juntos? ¿Se puede contar? Dernière question, quel est le prochain projet pour les deux ensemble? On a des nouveaux Gatlock qu'on est en train de faire. Après, on travaille aussi ensemble mais différemment, c'est-à-dire que moi j'écris des textes pour d'autres illustrateurs, mais c'est Benjamin qui fait la direction artistique de ces livres. Donc je fais des livres notamment avec Justine Brax qui sont sortis en Espagne, il y a Le Dernier des Loups, Le Pirate de Cœur, etc. Et là on fait un nouvel album avec Justine, donc toujours sous la direction artistique de Benjamin. Et sinon, on a des projets ensemble, mais ce sera en 2024. Le prochain ensemble, à part les Charlotte, le prochain ensemble c'est 2024. Vale. Bueno, pues estamos trabajando en varios libros nuevos de Gatlock y luego en una forma de trabajar diferente, juntos pero diferente de como lo hemos hecho hasta ahora. Es un libro donde la dirección artística la hace Benjamin
pero la ilustradora es Justine Braque, Piratas del Corazón, no sé si se ha traducido así al español, y yo escribo los textos para esta ilustradora. Y luego otro proyecto juntos, tienen 2 proyectos más juntos para el año 2024. Ya lo Ou contaremos. peut-être 2023, on verra. O igual el 23, ahí se queda. Por ahí con la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, un placer. Muchas gracias. A vosotros. Y, jo, qué maravilla. Ahora nos vas a poner los dientes largos. Gracias. Gracias.